Bonjour et bienvenue sur votre plateau. Bonjour et bienvenue sur le plateau du tapis de l'excellence pour ce mois de juin. C'est toujours un bonheur pour nous de vous retrouver. Et comme à l'habitude, aujourd'hui, on va retrouver notre mentor d'élite, Albert. Aujourd'hui, il va nous parler d'un thème assez particulier avec une expression camerounaise, on va faire comment? Donc, comme moi, je pense que vous avez hâte de l'écouter sur ce thème-là et comme d'habitude, il va certainement nous livrer sa pensée ainsi intelligente qu'elle soit. Sans plus tarder, je vous le passe et je lui laisse le soin de nous dire en fait tout ce qu'il a à nous dire. On va faire comment? Bonjour Albert, Bonjour Mireille. comment vas-tu? Euh, je vais bien et toi? Ça va bien, sinon on va faire comment? On va faire comment? Vraiment, on va en parler tout de suite là. Il y a des pistes, je te dis, je t'assure, il y a des pistes. D'abord, je dirais bonjour à tous nos amis qui nous font l'honneur et le plaisir de nous rejoindre maintenant. S'ils ont choisi chaque mois, chaque fois, de nous rejoindre sur le tapis de l'excellence, c'est parce que je crois qu'ils ont compris. Ils ont compris que nous avons besoin de consolider les valeurs réelles qui permettent à une société d'évoluer, qui permettent individuellement d'évoluer. Et en évoluant, d'impulser un changement positif qui impacte sa propre vie, impacte la vie de tout le monde autour de soi, et comme ça, toute la société progresse. Donc, comme tu l'as si bien dit, on va faire comment? C'est une question qui revient trop souvent. Oui. C'est une question qui revient trop souvent, dans laquelle on peut voir un certain défaitisme. Nous avons commencé sur le tapis de l'excellence en parlant des 3 A. Les 3 A de la réussite. Il faut avoir de l'ambition, il faut avoir un rêve, il faut avoir une vision. Et maintenant, il faut être authentique. Il faut être soi-même. Il faut aller chercher dans les tréfonds de soi les premières ressources avant de chercher des ressources extérieures. C'est d'abord soi-même. Et enfin, il faut passer à l'action. Parce que quel que soit votre rêve, quelle que soit votre ambition, si vous ne l'implémentez pas, si vous ne passez pas à l'action, ça ne reste qu'un doux rêve et rien de plus. Et le mois d'après, des questions qui fusaient, il a fallu répondre à une question. Je fais comment, ça se passe comment? Non, ça se passe simplement que les 3 A, tu vas les appliquer à l'endroit où tu te trouves. Tu vas le faire avec ce que tu as. C'est-à-dire que tout de suite, c'est vrai, quand on dit la réussite, on voit toujours l'argent, on ne le dira jamais assez. Ce n'est pas forcément et nécessairement l'argent. Pas nécessairement. Alors, donc, fais avec ce que tu as, comme nous avons dit. Tu ne peux pas bâtir de rien du tout. Tu bâtiras à partir de quelque chose. Tu bâtiras d'abord du fait que tu es en vie. Il faut avoir de la gratitude du fait que je sois en vie, que je sois en santé et que j'ai des capacités. Parce que les capacités, on en a toujours. Il y en a qui ont des facultés, des capacités intellectuelles très développées, d'autres pas. D'autres ont des capacités manuelles très développées. Bref, avec ces acquis, avec ce qu'on a déjà dîné et ce qu'on a acquis au cours de sa vie, on peut déjà commencer à faire quelque chose. Et ça dépend toujours d'une personne à l'autre. Mais dire je n'ai rien, comme on se l'a dit, ce n'est pas vrai. Il n'y a personne qui n'a rien. On a toujours quelque chose. Toujours, toujours, toujours. Et le mois d'après, on s'est dit, c'était les 3 ans de la réussite. Ensuite, on est passé à faire avec ce que tu as. Fais avec ce que tu es. C'est-à-dire que vas-y avec ce que tu es, avec ton authenticité. Tu peux bâtir quelque chose, tu vas bâtir le monde. Et je me souviens le mois dernier, il y a quelque chose de très important. La dernière remarque sur laquelle nous sommes quittés, je t'ai dit, Mireille, nous, sur le tapis de l'excellence, nous faisons confiance en la jeunesse. Vraiment, nous faisons confiance en la jeunesse. Souvent, les aînés, les personnes plus âgées se disent, ils sont fous, ils réfléchissent pas assez, ils font n'importe quoi. Il ne faut pas être trop dur avec les jeunes. Il faut leur conseiller une chose. Il faut leur permettre d'être fous. Il faut leur laisser le temps d'être fous. De leur folie naîtra la sagesse. Parce que la sagesse vient de quoi? C'est difficile de naître déjà sage. Non. C'est la somme des expériences qu'on a vécues, heureuses, malheureuses. Alors, on a tiré des leçons. Et la vie, elle est puissante. C'est une puissante école. Que vous vouliez tirer des leçons ou non, vous allez apprendre. On apprend de la vie. Même celui qui s'entête, il va heurter le mur 10 fois, 12 fois, 50 fois.
Et finalement, il va devoir reconnaître que, même de manière intuitive, c'est-à-dire qu'il peut ne pas prendre la résolution de manière ferme, mais au plus profond de lui, c'est que ça ne donne pas, ça ne marche pas. Donc, il aura appris. La vie est ainsi faite. Alors, le jeune expérimente. Et il a raison. Le jeune remet en question ce qu'il dit, ce qu'on lui a appris. Et il a raison. Pour celui qui apprend au jeune, se dit, mais il est fou, je lui ai pourtant dit que c'est ça, voilà comment il faut marcher. Et le jeune qui est dans son temps, qui voit les choses différemment, et il a raison, et je dis bien, il a raison, lui, il se base sur ce qu'on lui montre et il se dit, mais c'est pas possible. C'est tout ce qu'ils ont fait, comment ils sont juste arrêtés là? Et il déclenche quelque chose de nouveau, de complètement fou, qui se révèle être quelque chose de très savant, de formidable, parce que ceux d'avant n'y avaient pas pensé. C'est un peu ça. À cette image, elle associe une personne que nous connaissons tous. Je ne fais pas sa pub, mais c'est une vérité. Mark Zuckerberg n'a pas 60 ans, il n'a pas 80 ans. Il est jeune. Quand il s'est lancé dans cette aventure, qui imaginait quoi? Qui pensait à quoi? Mais on voit où on est rendu. Ça prenait un jeune pour... Ça prenait des nouvelles générations. Et la génération qui arrivera après lui, là, je t'assure, les hommes un jour peut-être s'envoleront comme des oiseaux. Comment? Je ne sais pas. Mais ça naîtra de l'imagination d'un jeune, parce que lui, son imagination se basera sur tout ce qui existe. Et puis, il va s'imaginer cela, et puis il va y réfléchir, et puis il va avoir des pistes de solutions. Quand il va les commencer, on va se dire, mais c'est pas possible. Encore un fou. Parce qu'il y a toujours des gens qui disent, il est fou. Tous les grands projets ont commencé par un coup de folie. Et après, on s'est rendu compte que c'était tout simplement génial. Tu comprends donc? La folie et le génie marchent ensemble. C'est les deux faces d'une seule et même pièce. Quand tu as un billet de 10 $, sur une face, tu vois bien le gros disque qui est écrit. Ah, c'est 10 $. Mais si tu ne vois pas le disque aussi que l'autre côté, tu vas te dire c'est de la fausse monnaie. Non, c'est deux faces du même billet. Ou alors, comme c'est dit, c'est gros, il est vrai, l'autre est un peu petit, je ne suis pas sûr. Non, la vie, c'est plusieurs facettes. C'est un peu comme la vérité. On nous dit en philosophie à l'école, la vérité n'est ni à toi ni à moi, elle est devant nous. Et pendant qu'elle est devant nous, nous l'observons, chacun sous un angle, chacun sous le prisme de sa propre réalité, et nous voyons quelque chose. Peut-être que ce n'est que la projection de notre propre intériorité. Peut-être c'est vraiment ce que nous voyons. Et de toutes les manières, c'est l'interprétation que nous faisons de ce que nous voyons. Finalement, qui dit vrai? Tout le monde est sûr qu'il dit vrai. Et c'est vrai que chacun a une part de vrai. Tu vois un peu? Donc, tu comprends, les jeunes donc, qui arrivent là, ils ont tout ça. Ils ont tout ce que nous savons. De manière innée, ils les ont. Ils viennent de nous. Parce que l'humanité n'est pas une génération spontanée, non. C'est une chaîne successive et ininterrompue d'êtres qui arrivent dans ce décor et qui arrivent avec tout le bagage des autres. Qu'on le veuille ou non, ça se transmet. Je ne suis pas un spécialiste de la génétique, mais les gènes transportent le vécu de l'humanité. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Nous donnons à nos enfants, qui donnons à leurs enfants, et ainsi de suite. Donc, nous, sur le tapis de l'excellence, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est de canaliser cela de la meilleure manière qui soit. De canaliser cela dans un esprit d'humanisme, de partage, de générosité. Tu sais, c'est les valeurs essentielles. Essentielles. Humanisme, partage, générosité, d'ouverture à l'autre. C'est essentiel dans un monde en proie à tous les clivages. Mais ne t'en fais pas. En réalité, il ne faut pas qu'on se trompe. Le monde a toujours été violent. Toujours. Le monde a toujours été déchiré. Toujours. Mais le monde avance. Toujours. L'essentiel, c'est que des hommes et des femmes bien disposés dans leur tête impulsent ce changement dans un sens qui soit profitable à tous. Beaucoup plus. Parce que sinon,
Tu sais, un progrès mal maîtrisé va à la destruction, peut nous mener à la destruction. Tu vois un peu? Je prends un exemple simple. Tout le monde, déjà, tu vois, le nucléaire. Oh, certains en veulent, d'autres disent c'est dangereux. Mais attends, sois sérieux. L'automobile, les premières automobiles, quand elles ont été créées, tout le monde disait c'est des engins dangereux. Est-ce que c'est parce qu'il y a des accidents sur la route qu'on va cesser de rouler en voiture? Non. On va juste réguler, on va juste réglementer, on va juste organiser. Et tout ça, pourquoi? Pour le bonheur de tout le monde. Tu vois un peu, donc quand les gens disent on va faire comment, je comprends. Je comprends. Nous sommes partis, surtout en Afrique, dans une situation, nous trouvons dans une situation assez critique. Critique, certes, désespéré, non. Non. Critique, pourquoi? La facilité. Les gens ont une tendance à la facilité qui est énorme. Ça encore, je parle peut-être de l'Afrique, mais c'est généralisé. Le monde entier, on est là-dedans. Regarde bien la télé, on te vend toujours des programmes complets. On te dira, gêne-toi pas à faire la cuisine. Il suffit d'aller à tel endroit, tu as tout ce que tu veux. Aujourd'hui, on nous vend à manger comme on nous vendrait, on nous vend de la nourriture prête à manger comme on nous vendait des vêtements. C'est-à-dire que tu peux, il y a des sites, il y a des entreprises où tu commandes, on te met tout on emballe, tu apportes, ça vient chez toi, juste réchauffer et manger. C'est bien, c'est bien. Mais il y a un mais. Il y a vraiment un mais. Quand tu sais comment cela a été conditionné et tout, comment cela a été fait, les conservateurs et tout, cela est-il si utile que ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire plus simple? Alors, tu vois, on va faire comment? C'est trop de facilité. Chacun veut vraiment la facilité. Chacun veut tout de suite être riche, tout de suite. Tout de suite, chacun veut faire... Souviens-toi, au Cameroun, il y a eu le phénomène des Femen. Ce qu'on a appelé Femen. Ces gens qui quittaient le pays, disaient qu'ils allaient au front. Et puis, quelques mois après, ils revenaient bourrés de dollars, d'euros, plein d'argent. Ces escrocs internationaux qui allaient faire tout et n'importe quoi. Est-ce que nous allons légitimer ce genre de choses parce qu'il n'y a pas de l'argent? Non. Nous avons eu des problèmes de mœurs, c'est tout ça là. C'est pas brillant parce que la facilité, pourtant, il y a des pistes. Vraiment, il y a des pistes. L'argent, c'est bien. Mais l'argent, c'est bien parce qu'on le gagne de manière correcte et parce qu'à la suite, on l'utilise de manière correcte. Donc, tu vois, de nos jours, toutes ces facilités, nous, on apporte des valeurs qui ont l'air compliquées et à côté, il y a des facilités qu'on offre. Mais j'ai le goût de dire, attention à la facilité parce que c'est la voie de perdition. Généralement, ça n'amène à rien du tout. Ça n'amène à rien du tout. Nous sommes en fin d'année académique pratiquement. Beaucoup d'étudiants sont en train de passer leurs examens. Beaucoup après cela vont réfléchir à qu'est-ce que je fais l'année prochaine. Alors, tu sais, nous avons un problème généralement en Afrique, on fait l'école de papa. Beaucoup te disent, je vais d'abord obtenir ma licence, après je verrai. On ne voit rien après, on voit avant. On voit avant. C'est comme quelqu'un qui marche sans but et qui se dit, quand j'arriverai quelque part, je verrai. Et voyons. On ne voit pas après, on voit avant. Un projet professionnel se bâtit sur les bancs d'école. Si tu parles les pays francophones que nous connaissons bien, il y a des diplômes de licence dans tout genre, de maîtrise dans tout genre, dans tous les domaines et tout, alors que le marché de l'emploi, par exemple, a une capacité d'accueil très, très, très limitée. Conséquence, pour le simple BEPC aujourd'hui, on recrute pour un travail de niveau BEPC, on exige une licence, une maîtrise. Il y a un bradage total des connaissances parce que les entreprises ont beau jeu de prendre ce qu'il y a de meilleur pour payer à vil prix. Donc, quand tu regardes dans tout ça, tu te dis, si les gens ne regardent que cela et ne font rien, ils n'aboutiront à rien. Il y a bien des pistes.
Je vais te donner un exemple basique, simple. Imaginons un jeune, voilà les vacances. Beaucoup déjà vont se livrer à plein d'activités et tout pour pouvoir payer l'année scolaire prochaine et tout, pour avoir un peu d'argent. C'est correct, c'est parfait. Moi, je reviens à des choses terre à terre. Nous sommes tous issus d'une région quelque part, d'un village quelque part. Alors moi, je suggère, et les pluies vont bientôt commencer, que les gens rentrent chez eux, dans leur village. Nous avons par exemple des plantains, les régimes de plantains qui coûtent cher. Alors qu'ils cherchent des rejetons de plantains. 5 ou 10, même pas plus que 10, non. Au village, la grand-mère est là, parfois les parents sont là, les tantes. Et puis, il les repique, il les plante. Il n'est pas là, il est en ville. Les gens qui font le champ dans le village, la tante, la maman, la grand-mère, vont s'occuper de ça derrière. On se souvient que c'est Paulin qui a placé ça. Oh, vraiment, cet enfant-là, il est bien, il comprend la vie. Tu vois? 1 an et demi après, on récoltera. Et quand on récoltera, le petit Paulin aura l'occasion de reprendre des rejetons et repiquer. Quand on les a récoltés, les plantains, parce que c'est au fond du village, il les a vendus 2 000 le régime. Il en avait fait 10, il a gagné 20 000. Il a peut-être pris 10 000, il a laissé 10 000 à la grand-mère. C'est pas grave, c'est déjà ça. 1 an et demi après, quand il va repiquer, par pied de plantain, il aura pris 3 rejetons. Il va en remettre maintenant 30 en terre. 30. 1 an et demi, il aura eu 30 régimes. Avec 3 rejetons, il sera à 90. 3 mois. Au bout de 7-8 ans, ce jeune aura 150 bananiers dans son village. Et il sera toujours en train de faire l'école. Et il sera toujours en train de faire sa petite débrouillardise des vacances pour s'en sortir. Et tu as fait dans la finance. Tu vois l'effet multiplicateur. Un rejeton de bananier, c'est 200 francs, c'est 300 francs. Parfois, c'est 100 francs. Parfois, au village, ça coûte bien moins que ça. Et quand tu as vendu ton régime de plantain après à 2 000 francs parce que tu es en plein village, pour un investissement financier initial de 200 francs, franchement, on va de 200 à 2 000. Je veux voir l'investissement qu'on peut réaliser et qui, au bout d'1 an et demi, nous rapporte 10 fois plus. C'est possible, je ne sais pas. Mais moi, je suis un homme de la terre, de la simplicité. Je commence par là. Je dis, il y a des pistes. Quand ils ne viennent pas me dire, non, je ne peux pas faire ça, ce n'est pas bien vu, non. Sortez de ce genre de carcan. Sortez de ce genre de carcan. Parce que pour celui qui a la vision, au bout de 10 ans, de 12 ans, il fait tout ce qu'il fait, mais il a une activité agricole qui roule fort. Parfois, il peut même se découvrir une vocation là-dedans. Avec les études qu'il a faites, qui lui ont donné une ouverture d'esprit. À un moment, peut-être, il réfléchira, je ne vais plus le vendre mon plantain comme ça, je vais le transformer. Le plantain, on peut le transformer, on fait en chips, on met dans des sachets, on les vend. Il y a une plus-value. C'est à partir des petites choses, celui qui ne peut pas faire des petites choses qui marchent n'en fera pas de grandes qui marcheront. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. La pomme qu'on cueille sur un arbre, le pommier a commencé tout petit avant de devenir grand. Et quand il est devenu grand, il a pris le temps de produire des pommes qui ont maturé sur l'arbre et étaient bonnes à être comestibles, à être consommées. Donc, il y a un processus. Ces générations spontanées qu'on espère, les gens vont jouer à la loterie, vont jouer au PMUC, des choses comme ça, parce qu'on espère faire bingo, j'ai eu le jackpot. Même si tu l'avais, qu'est-ce que tu en ferais? Celui qui n'a pas su gérer 1 000 francs et en faire un bon usage ne pourra pas gérer 1 million, en faire un bon usage. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Avec ceci que l'argent a de terrible. Quand on l'a, on ne réfléchit plus beaucoup. On a de la difficulté à réfléchir parce qu'on pense qu'on peut tout acheter. C'est quand on ne l'a pas, quand on rêve d'en avoir, c'est à ce moment-là qu'on réfléchit. C'est à ce moment-là qu'on construit un plan. C'est à ce moment-là qu'on voit vraiment comment on peut fonctionner. C'est là. Et puis, on apprend. La gestion, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et ça s'apprend à partir du niveau où on se trouve.
Je n'ai pas grand-chose, je n'ai rien. C'est doucement que j'y vais. Je fais des erreurs, je rectifie. Parce que quand je parle du plantain tout à l'heure, ça ne va pas de soi, non. Ça ne va pas de soi. Il y a un vent qui soufflera un jour qui va vous renverser. Même les 10 bananiers, là, si on n'y prend pas garde, tous peuvent tomber. Tous peuvent tomber. Parce qu'en plus, dans tout ça, il y a dans l'environnement immédiat tout ce qu'il faut en termes de connaissances. Il faut se renseigner. Moi, je parle trop vite, mais je sais par exemple qu'un bananier, pour qu'il tienne en terre comme il faut faire un trou carré de 60 mètres, un trou cubique de 60 centimètres. Voilà là où on va le placer parce qu'il sort de terre, il émerge de terre. Et plus c'est profond, plus la base est solide, plus ça tiendra quand le vent soufflera. Si tu creuses un petit trou, tu le places, il va pousser certes, mais il va tomber très vite. Parce qu'en fait, le bananier, ce n'est pas un arbre comme un autre, ce n'est même pas un arbre, c'est une fleur. C'est une fleur parce qu'elle a différentes feuilles qui sortent. Le tronc est en fait, le tronc n'est que les feuilles, c'est tout. C'est les feuilles qui constituent le tronc. Et pour le jeune qui voudrait s'y mettre, qu'il se souvienne, s'il a le temps de compter, qu'il compte 21 feuilles. Chaque fois qu'un bananier a produit 21 feuilles, ça veut dire que le régime en haut est prêt à être cueilli. C'est 21 feuilles. Il faut prendre environ 1 an et demi. Et je dis ça parce que je le sais. À eux aussi d'apprendre, de s'informer par rapport à cela, ne pas se lancer à l'aveuglette et après venir dire, j'ai essayé, ça n'a même pas marché. Ce n'est pas si facile parce que rien n'est facile. Il faut prendre le temps. Il faut donner aux choses importantes le temps qu'elles méritent. Et parce que tu l'as fait, parce qu'on s'est déjà dit, on se l'est même dit plusieurs fois, l'attention qu'on accorde à la chose nous donne des chances de réussir. Si on n'accorde pas du temps et de l'attention, ça devient très compliqué. On ne va pas y arriver. Donc, tu vois, comme je dis, c'est des toutes petites choses que les gens initient, des petites choses, mais qu'ils les initient en voyant loin, en voyant grand. Parce que pourquoi les gens sont pauvres? Ils ne sont pas pauvres parce qu'ils sont incapables, simplement parce qu'ils sont incapables d'être moins pauvres ou de s'enrichir au moins minimalement, avoir une vie correcte. Ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas de vision. Ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas un rêve. Ils sont pauvres parce qu'ils ne croient même pas à leur rêve. Tout est dans son imagination. Si on se projette comme quelqu'un qui vit de manière correcte, c'est-à-dire que sobrement, de façon vraiment heureuse et bien, c'est-à-dire tu as ce que tu veux, tu as le minimum qu'il te faut pour être correct. Si on y pense, si on se projette avec ça, on y arrive. Mais les gens n'y arrivent pas parce qu'ils n'y croient même pas. Ils n'y croient même pas. Nous sommes, toi et moi, dans la diaspora. Ils sont combien qui attendent? Oh, mon grand est de l'autre côté, il va me lancer. Voilà le petit mot qu'on aime bien dire. Alors, on attend. Il y a un problème qui est sorti, on appelle. Comment est-ce que tu sais qu'il y a telle situation et tout, tu dis, OK, on va voir ce qu'on peut faire pour résoudre ça. Alors, la diaspora s'est retrouvée être finalement une communauté de gens qui résolvent tout. Qui résolvent tout. Mais vous qui êtes sur place, que faites-vous? Qu'est-ce que vous nous initiez à votre niveau? Combien sont-ils dans la diaspora qui ont même aidé les gens à initier des choses et ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché, ce n'est pas parce que l'affaire en elle-même n'est pas bonne, mais dans la grande majorité des cas, c'est parce que les gens, quand on a aidé, se sont retrouvés parfois en train d'investir avec un argent qu'ils n'avaient jamais travaillé. Donc, même s'ils le perdent à titre personnel, ils ne perdent rien. Ils ne perdent rien. Ils perdent peut-être une opportunité qu'on leur offre, mais c'est une opportunité dans laquelle ils n'ont rien investi financièrement. Alors, ils appellent, non, vraiment, je n'avais pas pensé à ça, il faut que tu m'aides aussi. Vraiment, telle affaire, je ne savais pas que ça allait être ça. Mais voyons, tu l'as ton affaire, gère-la. Quelle opportunité, comme on dit, mouille le maillot, jette-toi à l'eau, va te battre. Au moins, si tu n'en sors pas, on aura vu comment tu t'es battu. Quand je parle de me jeter à l'eau, de se jeter à l'eau, j'ai vu un autre ami qui est décédé dernièrement, vraiment, pour lui envoyer vraiment un vibrant hommage encore une fois, parce que son geste était un geste de courage et de détermination incroyable. Et vraiment, les jeunes, c'est-à-dire que les gens doivent s'en inspirer. Lui, il a fait preuve de beaucoup de courage en se jetant à l'eau. Que les gens aussi fassent beaucoup de courage en prenant leur vie à bras le corps. Donc, vraiment, c'est un grand hommage que
que nous, sur le tapis de l'excellence, nous lui adressons à titre posthume. Et nous n'allons pas passer trop vite là-dessus parce que nous avons connu pendant la pandémie, dans les heures chaudes de la pandémie, nous avons connu beaucoup de morts dans le réseau de la santé. Vraiment, ce serait une faute de ne pas revenir là-dessus, de ne pas rendre un hommage vibrant à tous ces gens du réseau de la santé qui se sont engagés et qui y sont restés. À tous ces gens qui ont survécu, qui ont fait la maladie et qui ont survécu, à tous ces gens qui n'ont même pas été malades, mais qui ont donné de leur temps, qui se sont sacrifiés pour qu'on réussisse à juguler ce mal étrange et subi que nous avons connu. Donc, vraiment, c'est important pour nous sur le tapis de l'excellence de le dire parce que si nous pouvons à nouveau aller et venir, c'est parce qu'il y a des gens qui ont sacrifié de leur temps, de leur énergie et parfois de leur vie pour nous aider dans ce sens-là. Et je pense que ça valait vraiment la peine, que c'était important de le dire. Et ça, c'est transfrontalier. C'est bravo, nous leur sommes vraiment reconnaissants. Donc, je prends ça pourquoi? Je prends ça parce que les jeunes, il faut leur servir aussi des exemples probants. Voilà des gens qui se battent. Il faut que les jeunes se battent, qu'ils passent vraiment à l'action, comme on a dit. On va faire comment? On va passer à l'action. Et on va passer à l'action avec ce qu'on a. On va passer à l'action à l'endroit où on est. C'est vrai que le passage à l'action peut appeler à un déplacement physique, à changer de lieu. C'est possible. Mais dans une bonne stratégie, il faut y penser. Il faut vraiment y penser. Passer à l'action, c'est la chose essentielle. Donc, il faut qu'on arrête de dire, on va faire comment, c'est trop difficile, on ne s'en sort pas. Jamais ça n'a été facile. Jamais. Jamais. Jamais ça n'a été facile. Mais celui qui passe à l'action n'a plus le temps de se poser tant de questions que ça par rapport à la difficulté parce qu'il sait que la difficulté est inhérente à la vie. Elle est inhérente à la vie. Et là où il y a difficulté, là où il y a problème, il y a toujours une opportunité, toujours. Si tout est beau, tout est facile, alors il n'y a plus rien à faire. Il n'y aurait pas les grandes inventions, il n'y aurait pas les grandes innovations. L'innovation vient justement de la difficulté. Donc, cherche l'opportunité à travers la difficulté que tu vois. Les hommes ont le téléphone passé à quelqu'un qui un jour s'est dit, mais c'est pas possible, il faut aller tout le temps à cheval, il faut courir trop longtemps, j'aimerais ça, pouvoir rester d'ici et parler à quelqu'un qui est au Cameroun, qui est en France. Et c'est sûr que s'il avait dit aux gens autour de lui, on allait lui dire, franchement, il faut que tu ailles voir un psy. Tu dois être fou. Comment penses-tu qu'on puisse d'ici parler à quelqu'un qui est en France? Franchement, arrête tes conneries. On le lui aurait dit, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Tu vois donc, on va faire comment? C'est vraiment ça. On va travailler. On va vraiment se mettre au travail de manière résolue. Et puis, tu sais, ça se comprend un peu. Ça se comprend un peu quand tu regardes notre histoire. Tu sais, si tu ne regardes pas, si tu ne vois pas, si tu n'analyses pas à quel endroit tu as glissé pour tomber, le risque est grand que revenant là, tu tombes à nouveau. C'est simplement que les générations actuelles arrivent dans un temps, sont arrivés dans un temps de relative prospérité. Les parents se sont battus très fort parce que c'était dur. Ils se sont battus très fort. Ils sortaient tous de campagne. C'était pas évident. Ils se sont battus très fort. Et en se battant, c'était dur à l'époque. Ils ont généré, leur travail ardu a généré un début de prospérité. Et beaucoup de parents se sont dit, j'ai trop souffert dans ma vie, mon enfant ne connaîtra pas ça. C'est toujours ça une très grosse erreur qu'on fait. Alors, les parents ont généré une certaine prospérité. Les enfants sont nés dans cette prospérité. Les parents leur ont dit, je ne veux pas que mon enfant connaisse la galère que j'ai connue. Et puis, les enfants ont grandi dans cette prospérité. Ils sont retrouvés un peu faibles, un peu fainéants sur les bords, pas souvent très travailleurs, un peu trop jusseurs, un peu trop profiteurs. Et comme tout le monde, on peut avoir une société de profiteurs. Finalement, chacun veut profiter, personne ne veut travailler. Ça a créé finalement les conditions bonnes pour une société, pour des temps difficiles.
c'est parce que les gens travaillent que la difficulté est résorbée. Si les gens ne travaillent pas, il y a difficulté. Alors, si les gens arrivent dans un système qui était dur, mais qu'on a réussi à planer, tout est beau, tout est facile, tout est bien, ils évoluent là-dedans, ils en arrivent à oublier que tu n'es pas toujours simplement bien. Il faut se battre pour que ce soit bien, il faut se battre pour le maintenir toujours bien. Donc, c'est un peu ça. Tu comprends? Comme je te dis, au fond, c'est le travail. Il faut travailler. Il faut vraiment passer à l'action. C'est ça la seule chose à faire, il faut travailler. Des pistes, il y en a plein. Chacun à l'endroit où il se trouve a quelque chose, là, quelque chose. Parce que des exemples, j'en ai à l'infini. Pour ceux qui font des belles études universitaires et tout, c'est bien. Je vais te raconter une petite histoire d'un camarade de fac. Quand nous obtenons notre licence, il était issu d'une famille très, très, très modeste. Il ne trouve pas d'emploi. Moi non plus. Donc, chacun se battait comme il pouvait. Et puis, je suis recruté dans une grosse société brassicole 5 ans après. Quand je m'avais pour rejoindre mon poste, je le rencontre à tout hasard. Dans les parages, j'étais allé chez son frère qui, à l'époque, était ingénieur informaticien. Mais, tiens, c'est comment ça fait au moins 5 ans qu'on ne s'est pas vu. Il me dit effectivement, mais qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, première année après la fac, c'était très, 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 très dur. Il ne savait vraiment pas quoi faire. C'était très dur. Après une année de galère sombre, il a dit non, je ne vais pas mourir comme ça. Il a dit, je vais aller devenir mécanicien. Le petit garage qui était pas loin de chez lui, il est allé. Il a décidé d'apprendre la mécanique. Et quand tu sais dans notre contexte, un gars qui obtient une licence en droit et qui, dans sa galère, décide d'aller apprendre la mécanique dans un petit garage de quartier, ça, il faut le faire. Ça prenait vraiment quelqu'un qui était au fond du trou et qui savait que là où je suis là maintenant, je ne suis rien, je suis fini. Mais je suis encore quelqu'un et je vais apprendre un métier. Il a appris sa mécanique pendant 2 ans. Et puis, tout doucement, il y avait une très vieille voiture dans le garage, un ancien Renault 12, ça c'est une vieille marque, vraiment une vieille marque. Il a décidé de l'acheter. Le mécanicien lui a vendu ça à vil prix. Vraiment, le genre de choses, on dit que moi, si tu peux me débarrasser le garage de cela, donne-nous ce que tu as. Alors, doucement, il a commencé à remonter la voiture. Il a encore fait 2 ans pour la remonter et que ce soit à peu près acceptable. Donc, pendant 2 ans, il a fait ça. Il l'a transformé en une espèce de taxi, vraiment qui s'arrêtait à tous les carrefours, mais il a essayé comme ça. Alors, il s'est mis à être taximan. Au moment où on se voyait, il était en train de partir aux États-Unis. Il était en train de finaliser son projet pour aller aux États-Unis. Il est depuis des années aux États-Unis. 1 an seulement après qu'il y soit arrivé. C'est incroyable. Je l'ai eu, je l'avais souvent au téléphone. Sa situation avait énormément varié. Parce que de toutes les galères qu'il avait connues, il avait appris la vertu du travail acharné. Un gars qui sort de l'université avec son beau diplôme en droit, qui ne trouve rien, et qui souffre et entre dans un garage, commence à tâtonner dans la mécanique et tout, s'achète une vieille voiture complètement qui ne valait plus rien. Quand on dit m'acheter, c'est le genre où c'était presque cadeau. Bon, écoute, comme tu travailles là, ça te donne ça si tu peux nous en débarrasser. Alors, il se met à la remonter tant bien que mal. Il rafistole. Il en fait un taxi dans la ville de Yaoundé que tu connais. Et comme il me dit vraiment, Albert, si tu sais, tout le temps, je tombais en panne avec cette voiture. C'était terrible. Je me faisais insulter par les clients et tout. Mais mon gars, je n'avais pas le choix. C'est tout ce que j'avais. Et puis, quand ça faisait ça, je repartais au garage, on rafistolait, je repartais à l'attaque et tout. Et puis, très péniblement, bon, j'ai quand même réussi à rassembler un peu. Et puis, mon frère m'est venu en aide. Et je peux te dire tout de suite, c'est pourquoi je ne donne même pas son prénom. Aujourd'hui, après beaucoup d'années, je suis sûr qu'à ses propres enfants, quand il raconte son histoire, les enfants s'interrogent, papa, est-ce que c'est même vrai ce que tu nous dis?